Je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième et dernière journée de conférence organisée à l'occasion de la 17e édition du parcours de la céramique et des arts du feu. Nous allons tout d'abord accueillir Céline Graziani, directrice du musée de la céramique à Vallauris, qui est le partenaire de cette 17e édition. Dans cette conférence intitulée Vallauris, la ville-atelier, la céramique à Vallauris du XVIe siècle au XXe siècle dans les collections du musée, qui, j'espère, vous donneront envie de redécouvrir ou de découvrir toutes les productions qui se sont faites dans cette ville. Je vous souhaite une excellente conférence. Merci à vous. Voilà, le musée est très heureux d'être partenaire de ce parcours et donc à cette occasion, je vous propose d'évoquer l'évolution de la céramique à Vallauris. Donc le parti pris, c'est que ce soit fait à travers les collections uniquement du musée. Le titre de l'exposition, de la conférence, reprend le titre d'une exposition, Vallauris la ville-atelier, que nous avions organisée en 2021. Qui était consacrée aux années 50, à la création céramique des années 50. Et j'ai repris cet intitulé parce qu'il peut s'appliquer de manière globale à l'histoire de la ville, tant la céramique a été un marqueur identitaire fort, voire essentiel de cette ville, et le demeure d'une certaine mesure, en tous les cas sur un plan patrimonial. Alors avant d'évoquer proprement cette évolution, je vais vous dire quelques mots quand même de notre musée. Donc son nom complet, c'est Musée Magnelli, musée de la céramique. Nous sommes installés dans un ancien prieuré des moines de Lérins, donc ces abbayes qui sont situées au large de Cannes, qui ont été seigneurs du territoire de Vallauris du XIe au XVIIIe siècle, j'en reparlerai. Et notre bâtiment actuel date du XVIe siècle. Voilà, nous abritons notamment un escalier Renaissance remarquable qui est inscrit au monument historique. Après la Révolution française, le bâtiment va être vendu à une famille d'armateurs marseillais, les Domas, et il va être transformé en habitation et également en magasin. Vous voyez qu'à une époque, il y a eu un magasin de cycle dans ce bâtiment. Au cours des années 30, on va avoir l'idée d'en faire un musée qui va mettre du temps à se concrétiser. En tous les cas, il va être relancé à la fin des années 40 sous l'impulsion de René Batigne et de Claire Voigt-Batigne qui sont à gauche sur cette photo, aux côtés notamment de Louis Aragon et de Elsa Triolet. Ils sont devant ce qui sera le musée. En tous les cas, je vais en reparler de René et Claire Batigne parce qu'ils ont fondé le tapis vert et surtout, ils vont aussi relancer une vie culturelle sur la ville de Vallauris et ils vont avoir l'idée notamment de réaménager la chapelle de ce prieuré pour organiser des expositions. Donc la première exposition qui est organisée, c'est en 1949, de Palissy à Picasso. Et puis, ils vont aider Picasso à créer dans cette chapelle La guerre et la paix, j'en dirai quelques mots. Ils vont créer une association des amis du musée, mais enfin, à cette date, il n'y a pas de collection à proprement parler, donc on ne peut pas véritablement parler de musée. En 1952, donc, Picasso va concevoir pour la chapelle La guerre et la paix, qui est toujours visible, et qu'il va donner à l'État français, et qui va devenir un musée national en 1959. La municipalité donc, va relancer le projet d'un musée à la fin des années 60, racheter le bâtiment, et finalement le musée ouvrira le 8 juillet 1977 sous le nom de Musée d'art moderne et de céramique avant de s'appeler Musée Magnelli, Musée de la céramique. Bon, là, sur cette vue aérienne, en fait, voilà, vous avez une vue d'ensemble du bâtiment qui donc a la particularité d'abriter un musée municipal que je dirige et un musée national, celui de la guerre et la paix. Voilà. Bon, si vous avez des questions, on y reviendra sur la fin. Voilà, juste là, je vous indique, c'est une vue aérienne donc, de la visite virtuelle du Musée national Picasso qui a été faite par le ministère de la Culture. Donc, je vous invite vraiment à aller le consulter parce que vous avez une belle vue d'ensemble de cette œuvre et très bien documentée. Donc, ça peut être une bonne préparation à la visite si vous ne l'avez pas vue ou aussi pour prolonger votre visite. Un petit mot de nos collections qui ne sont pas que liées à Vallauris. Tout d'abord, en tout cas l'histoire de la céramique à Vallauris.
Le cœur de notre collection, le cœur historique, c'est les biennales de céramique d'art. Le premier concours a été créé en 1966, il devient biennale internationale en 1968. Il existe toujours, hein, dans 3 jours nous fermons la 26e édition. Et en fait, à ce moment-là, il n'y a pas de musée, mais les céramistes de la ville qui sont à l'origine de cette création décident que les œuvres primées rentreront dans les collections du futur musée. Donc c'est la base de notre collection, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Les œuvres primées sont intégrées aux collections de la ville. Donc ça nous permet d'avoir un panorama de l'évolution de ce matériau sur les 60 dernières années. Là, je vous montre Yves Mohy qui avait gagné le prix en 1966, hein, donc on voit bien qu'à ce moment-là, c'est le grès, la borne qui domine. D'ailleurs, beaucoup des récompensés de ces années-là sont issus de la borne. Et puis un exemple aussi avec cette poubelle de la discorde de Bertozzi et Casoni. Mais on présente aussi, notamment dans le parcours, vous pouvez voir des pièces aussi issues de ces biennales. Aujourd'hui, les œuvres des biennales représentent environ 1/3 de nos collections. Voilà. Et on a notamment une importante collection de céramistes japonais. On peut voir 2 de ces pièces dans le parcours. Donc voilà, c'est une de nos particularités aussi sur ce panorama de la création artistique contemporaine. Un petit mot aussi sur celui qui figure dans notre nom, hein, Alberto Magnelli. Donc ça n'a rien à voir avec la céramique. C'est un peintre donc, qui est un pionnier de l'abstraction, qui a eu une démarche artistique tout à fait originale. Et en fait, c'est un peintre italien qui a vécu en France à partir des années 30. Et au moment de sa mort, il met dans son testament qu'un ensemble de ses œuvres, qui sont des étapes essentielles de son évolution, ne doivent pas être vendues. Et comme le musée à ce moment-là est en train de se faire, sa veuve, enfin là je vous fais l'histoire très raccourcie, hein, mais sa veuve le donne à la ville, et donc le second étage du musée est entièrement consacré à cette collection qui nous permet comme ça de retracer ce parcours artistique particulier. C'est une grande chance, je pense, pour un musée comme ça de pouvoir suivre un artiste. Et voilà, c'est les Magnelli de Magnelli, comme on dit, qui sont devenus les Magnelli de Valoris. Et enfin, on a aussi des œuvres sur papier, notamment des linogravures de Pablo Picasso, dont on reparlera pour la céramique, et d'Alberto Magnelli, des linogravures qui ont été faites pour ces 2 artistes à Valoris, chez l'imprimeur Hidalgo Arnera, dont nous conservons la presse dans la salle qui porte ce nom. Et on a aussi des photos d'un photographe qui a débuté sa carrière à Valoris, qui s'appelle André Villers, et au cours de cette conférence, vous verrez certaines de ces photos, j'en ai déjà montré. Donc voilà, pour un aperçu de notre collection, mais bien évidemment, ce qui nous concerne en premier lieu, c'est de valoriser l'histoire de ce matériau à Valoris. Et donc, voilà, d'abord, on va évoquer un peu comment se développe et apparaît cette production particulière à Valoris. Donc, Valoris, là on va sur cette carte, vous voyez Valoris sur le haut de la carte et les îles de Lérins, donc, où il y avait l'abbaye qui abritait les moines qui dominaient le territoire de Valoris. Valoris, au cours de la fin du Moyen-Âge, est abandonné suite à des famines, des épidémies. Bon, ça concerne toute la Provence. Et il va y avoir un acte d'habitation qui va être passé entre les moines de Lérins et des habitants venus notamment de Ligurie, et notamment de la ville d'Abissola, qui est une cité côtière. Et cet acte d'habitation est en fait un contrat qui détermine les droits et devoirs de chacun et qui permet au village de Valoris de se repeupler. Et notamment, une des conditions, c'est de reconstruire la ville en damier. Vous avez le plan ici schématique, et c'est en fait ce qui constitue aujourd'hui le vieux Valoris. Alors, ce qui est intéressant en fait dans cette histoire, c'est que donc cet acte d'habitation est signé en 1506. Comme je vous l'ai dit, parmi ces habitants, il y a des gens qui viennent d'Albissola, et en fait, ils vont s'apercevoir
que la terre, elle est vraiment particulière à Valoris et elle va permettre de faire des productions en conséquence. Notamment, cette terre, elle est très résistante au feu, réfractaire, et elle ne donne pas de goût aux aliments. Donc à partir de là, ça va attirer des potiers d'Albisola qui vont venir s'installer. Donc c'est la fin du XVIe siècle, il y a a priori 3 fabriques qui sont situées sur la rue actuelle de Subreville. Là, je vous montre une carte postale de Valoris pour qu'on voit sa situation. Donc, elle est située dans une plaine. Elle est entourée de collines boisées. Donc, ça apporte du bois. Et ce qu'on ne voit pas sur cette image, il y a beaucoup de cours d'eau dans Valoris, qui sont aujourd'hui la plupart couverts. Si vous connaissez Valoris, vous ne les voyez plus. Mais du coup, voilà, la qualité de la terre, le bois, l'eau, ça permet de développer cette pratique, cette production. Voilà, c'est un petit clin d'œil sur cette publicité du syndicat des fabricants de poterie culinaire, donc avec un conseil aux ménagères. Et donc, vous voyez comment sont répertoriées les qualités de la terre de Valoris, sans goût, hygiénique. Voilà, donc cela va permettre de créer donc, des marmites et des poêles. Ce qui nous renseigne le plus sur le nombre des fabriques, c'est vraiment au début du XIXe siècle, le cadastre napoléonien qui est fait à Valoris en 1824 et qui nous indique qu'il y avait 25 fabriques, toutes à la périphérie du centre, de ce qui est aujourd'hui le centre ancien. À la fin du XIXe siècle, on estime qu'il y a environ entre 60 et 70 fabriques à Valoris. Donc, on commence une production fin 16e, 17e, 18e, ça commence vraiment à se développer et la période de plus forte expansion de cette production, c'est le 19e. Là, voilà, on voit en fait sur cette carte que les poteries se sont étendues vers le sud-est et vous avez une vue des années 50 qui vous montre l'installation des poteries regroupées dans ce quartier au sud-est de la ville. Donc, en fait, quand la production commence à s'étendre, on cherche à avoir plus de terrain, donc on quitte la vieille ville qui est assez restreinte. On se rapproche aussi des cours d'eau et on se rapproche aussi, ce faisant, de la façade maritime qui est Golfe-Juan. Et ça, c'est très important puisque c'est de là qu'en fait sont exportées les marmites et les casseroles. On le voit sur cette carte postale. Avant d'installer la gare à Golfe-Juan en 1862, et à ce moment-là, en 1862, quand la gare est installée, ça va permettre à la céramique de s'exporter plus vers le marché intérieur et européen. Du coup, comme les céramiques étaient exportées par voie maritime, les fouilles archéologiques sous-marines sont vraiment une source très importante pour nous pour connaître cette production et ses formes. Voilà. Donc là, on a une fabrique où l'on voit au cours du 19e siècle, en fait, au départ, on a au 17e, 18e, juste le maître potier à terre, le potier à terre, enfin voilà, une base très artisanale. Et puis au fur et à mesure du 19e siècle, on va avoir une spécialisation des métiers, on va apparaître le batteur de terre, l'enfourneur. La base reste toujours le tourneur et l'engobeuse. Ça marche en duo. Voilà, le tourneur tourne les pièces, et l'engobeuse fait un peu tout le reste. Elle prépare les mottes de terre, elle fait sécher et puis elle engobe l'intérieur de la production. Donc, au cours du 19e siècle, on a une organisation commerciale qui se met en place. On voit qu'on imprime des catalogues où on répertorie l'ensemble des pièces. Donc, ce catalogue que nous conservons au musée est en allemand. Mais il existait aussi en italien et en espagnol. Donc, ça montre les débouchés aussi que l'on pouvait avoir. Les poteries sur ces catalogues sont proposées soit en ordinaire, c'est-à-dire juste vernis à l'intérieur, soit vernis, ça veut dire que c'est vernis en intérieur et extérieur, soit jaspé, c'est un décor particulier dont on va reparler. Donc voilà, pour le contexte un peu de la naissance de cette céramique à Valoris. Alors nous, au musée, on en conserve très peu.
D'abord parce que ce n'était pas destiné à être conservé au départ. Et puis aussi parce que le musée, dans sa création, a d'abord été vraiment pensé comme un musée de céramique d'art. Donc on ne s'est pas forcément trop penché sur la céramique industrielle. Bon, toutefois, on en a quelques exemplaires que l'on présente dans ce qu'on appelle la cuisine. Hein, c'est en fait donc un ancien potager, l'endroit où on faisait cuire les potages, puisque ces marmites et ces poêles étaient destinés bien évidemment à des cuissons lentes pour faire mijoter. Donc voilà, une de ces marmites. Alors en fait, les marmites, elles étaient proposées en différentes tailles et on a différentes formes, les hautes, les droites, avec des anses aussi plus ou moins travaillées au fur et à mesure du temps. Et ici, un ensemble donc, où vous voyez celles qui sont juste vernies à l'intérieur et celles qui sont vernies intérieur-extérieur. Alors, elles ne sont pas forcément, comme vous le voyez sur les dates, très anciennes, puisque, encore une fois, il n'y en a pas eu beaucoup de conservés et la plupart retrouvés sont des fois dans des musées archéologiques, en fait, dus aux fouilles sous-marines. Autre forme aussi de valoris, c'est ce qu'on appelle le toupin. Donc ça servait à faire chauffer les liquides. Et ça, c'est une des pièces les plus anciennes que nous avons. Elle date du XVIe siècle. Elle a été retrouvée dans une fouille archéologique à Grasse. Au fur et à mesure du temps, on va diversifier les formes. On voit apparaître sur le premier plan la daubière avec son couvercle. Après la colonisation française au Maghreb, on voit apparaître aussi la marmite arabe et le couscoussier, qui sont la pièce sur la gauche de l'image, et la marmite à disque, qui, elle, est conçue grâce à son disque pour entrer dans les ronds de cuisine et chauffer plus rapidement. Donc voilà, une évolution des goûts. Donc ces poteries ne sont pas décorées, hein, à part des fois quelques effets sur les anses. Le premier décor qu'on voit apparaître, c'est ce décor jaspé qui apparaît dès le XVIIIe siècle en fait. Donc c'est de l'engobe colorée qui est utilisée en coulure, hein, ou de manière abstraite sur décor. Alors certains spécialistes disent qu'ils peuvent déterminer en fonction des coulures les maisons, les fabriques auxquelles ça appartenait. Mais en tout cas, c'est le seul décor que l'on voit à ce moment-là. En parallèle à cette production industrielle, apparaît dans la deuxième moitié du XIXe siècle une céramique artistique. Donc ce sont la famille Massier. Alors voici un petit arbre généalogique très simplifié. Juste pour vous dire qu'en général, quand on parle des Massier, on parle des frères Clément et Delphin et de leur cousin Jérôme. Mais donc, sur cet arbre, c'est juste pour rappeler aussi qu'ils appartiennent à une lignée de potiers, de fabricants de poterie depuis le XVIIIe siècle. Donc souvent, voilà, je vous dis, on parle de Delphin, Clément, Jérôme, mais un premier personnage important, c'est en fait Jacques, le père de Clément et Delphin, qui va avoir plusieurs fabriques, qui va développer sa production, plusieurs fabriques, et qui va engager un ouvrier italien qui s'appelle Gandolfi Gaetano, et qui va initier en fait Clément et Delphin à des nouvelles techniques d'émaillage, notamment le bleu turquoise. Si vous connaissez les céramiques des Massier, on les voit, et aussi à des nouvelles techniques de fabrication, c'est-à-dire le moulage, puisque auparavant, à Valoris, c'était seulement le tournage qui était employé dans le façonnage. Et donc, à partir de là, dès Jacques Massier, il y a une première production d'objets d'art artistique qui apparaît. Ça va se développer donc avec la génération de Clément, Delphin et Jérôme. Et bien évidemment, ça a relié dans le contexte du développement de la Côte d'Azur, hein, qui apparaît à ce moment-là, et du tourisme des hivernants de cette deuxième moitié du XIXe siècle. Donc sur le plan de la production, on a une production donc qui s'inscrit pleinement dans le mouvement de l'Art Nouveau, avec des productions très éclectiques qui puisent à de très nombreuses sources. Donc là, on reconnaît le bleu turquoise qui fait une des caractéristiques des Massier, donc l'Antiquité, la Renaissance,
qui sont aussi développés, repris dans les formes et les décors. Le japonisme aussi, comme sur ce vase avec ce décor à poisson. La céramique aussi hispano-mauresque, ici avec cet étonnant complet. Voilà, les complets, c'est cet ensemble de colonnes et de vasques. Hein, donc ça, on voit bien comment ça pouvait aussi être utilisé dans ces villas nouvellement construites sur ce qui est en train de devenir la Côte d'Azur. Donc, on parle souvent des Massier, mais c'est vrai que celui quand même qui se distingue, c'est Clément Massier, qui est à la fois un artiste, un homme d'affaires et un industriel, qui va visiter très tôt, en 1867, l'exposition universelle de Paris, qui va voyager en Italie, en Espagne aussi, à Valence, pour découvrir la céramique de Manissès. Donc on voit qu'il a un esprit très curieux, qui cherche justement à voir ce qui se passe autour de lui. Il va épouser une Écossaise, Marie de Wick, qui est apparentée, qui a des liens avec la famille royale d'Angleterre. Et donc, elle va lui permettre d'avoir comme client justement la noblesse anglaise. Et la reine Victoria elle-même viendra chez Clément Massier en 1887 et il recevra le brevet de fournisseur officiel de la reine. Il y a des œuvres de Clément Massier qui sont au Victoria and Albert Museum. Et il va mettre en place aussi des moyens modernes de communication et de diffusion, notamment donc, les cartes postales, elles sont très nombreuses ici de sa galerie, et donc des catalogues de vente qui sont vraiment très beaux sur les dessins, donc, que nous conservons au musée. Donc déjà, je ne sais pas si on arrive à lire les titres ou pas très bien des vases, mais on voit, voilà, on a le vase Japon, le vase étrusque, le bougeoir kabyle. Donc on voit la diversité des sources auxquelles puisent les Massier quand on parcourt déjà ces catalogues. Et donc voilà, dans les catalogues, les formes sont proposées en différentes tailles et en différentes finitions. Un autre point important pour le développement de la poterie de Clément Massier, c'est le fait qu'il va donc quitter Vallauris pour aller sur la partie mer, qui est Golfe-Juan. Il va faire édifier donc des ateliers et également un hall d'exposition que l'on voit ici. Et donc, ça c'est tout à fait nouveau, hein, c'est un hall d'exposition pour présenter à sa riche clientèle ses œuvres. Il existe toujours. Et donc, il s'installe en fait, donc déjà ça le rapproche de la mer, ça le rapproche de la gare pour les exportations. Et en fait, il va s'installer sur la route qui relie Cannes à Antibes et à Nice, ce qui sera la future Nationale 7, la route des vacances. Donc comme ça permet aux hivernants, puisque ce n'est pas encore des estivants, hein, aux hivernants de s'arrêter et voir cette fabrique. Et vous le voyez sur la carte postale du bas, on a le grand hall d'exposition et le petit bâtiment sur le côté, c'était la maison de thé. Donc vous voyez une attention particulière portée à la clientèle anglaise. Et sur un plan donc artistique, ce qui va faire aussi la grande renommée de Clément Massier, c'est son travail sur le lustre métallique, donc qu'il redécouvre lui au cours de la fin des années 1880. Alors bien évidemment, il n'est pas le seul en Europe à ce moment-là de faire des recherches sur ce lustre métallique, hein, donc cette technique héritée des potiers musulmans est très développée dans l'Espagne hispano-mauresque. Voilà, ils sont toute une génération. Mais en tous les cas, lui, son travail est récompensé, est remarqué et récompensé notamment d'une médaille d'or à l'exposition universelle de Paris de 1889. Donc en tous les cas, sur ces images, je ne sais pas si elles rendent bien justice parce que c'est peut-être très difficile de voir le travail irisé, mais voilà, on a ce vase décor de mur et puis aussi le très beau vase à décor de pin parasol. Et le vase champignon aussi, qui est visible actuellement dans une des galeries du parcours, qui est vraiment une très belle pièce
avec ce décor de sous-bois et les pieds des champignons aussi qui sont traités sur les anses et qui se prolongent dans le décor. Voilà, et on peut remarquer aussi donc, le travail sur le haut du col légèrement ourlé. Donc vraiment une pièce très fine dans son exécution. Le vase champignon, c'est un modèle que Clément Massier va beaucoup développer et va décliner dans différents émaux pour rendre compte des effets de la lumière à différents moments du jour. Donc voilà, vous en avez peut-être aperçu d'autres qui sont légèrement différents. Donc j'ai beaucoup parlé de Clément Massier. Je voudrais juste quand même aussi souligner le travail de Delphin, notamment avec ces deux très belles pièces. Le plat crépuscule est présenté aussi actuellement dans le parcours céramique. Donc notamment ce vase à anse de femme avec la chevelure qui se prolonge sur le haut et le plat crépuscule qui a tout un travail de relief aussi et du hibou dont le corps enveloppe le plat. Alors à la suite des Massier, on va avoir quelques céramistes qui sont pour la plupart formés dans leurs ateliers. Ça, c'était la formation, c'était aussi un aspect très important pour Clément Massier. On sait qu'il a beaucoup milité pour essayer d'avoir une école de céramique à Vallauris. Donc en tous les cas, il forme des jeunes artistes. Et ça va être notamment le groupe BAX. Donc c'est un acronyme en fait formé des noms de Jean Barol, Marius Alexandre, Jean-Carl et François Sicard. En fait, ils vont rencontrer l'architecte Georges Massat qui a fait construire le manoir Edenrock, dont on a ici une carte postale, et qui est donc construit à Golfe-Juan. Et il va les accueillir, il va leur faire installer une poterie sur son terrain. Donc ça se passe en 1912. Donc à dire vrai, le groupe Bax en lui-même a très peu duré, puisque dès 1915, Jean Barol et François Sicard s'en vont. Mais en tous les cas, ça va fonctionner sous le nom d'Edenrock Poterie jusqu'en 1927. Et donc leurs pièces, elles, on remarque que donc on commence à se diriger vers l'art déco, mais toujours avec on voit aussi l'héritage des Massier, notamment sur les assiettes, avec un travail de lustre métallique. Et Jean Barol, lui aussi, va continuer sa carrière personnelle. Alors, il va fonder la céramique de Montière et puis il va revenir dans le sud, mais il ne s'installera pas à Vallauris, il s'installera à Cannes. Et donc, voilà, là, on voit le travail de cloisonner avec des couleurs franches qui s'affirment de plus en plus, notamment sur le plat gladiateur, que l'on peut voir aussi dans le parcours céramique. Et on voit toujours aussi les effets quand même travaillés de lustre métallique qui permet comme ça de juxtaposer le travail de surface chez Jean Barol. Donc voilà, on est ici maintenant au début du XXe siècle. Donc voilà, après les Massier, en fait, la céramique artistique ne va pas vraiment se développer à part ces quelques noms. Et puis la céramique industrielle s'effondre complètement, puisqu'au début du XXe siècle, on a la concurrence de la fonte et de l'aluminium. Et vraiment, le paroxysme de la crise, c'est les années 30. Sur les 33 usines qui restent, il y en a 25 qui ferment. Donc voilà, la ville est plus ou moins dans un état, enfin plus que moins d'ailleurs, de crise. Et pourtant, il va y avoir un renouveau qui va venir d'une nouvelle génération. Donc ça, après-guerre, enfin ça commence même un peu avant, mais c'est surtout l'après-guerre. Il y a un ouvrage d'Anne Lajoie qui s'intitule « L'âge d'or de Vallauris » qui retranscrit bien cet état d'esprit. En tous les cas, voilà, les années 50 à Vallauris, ça apparaît vraiment comme un moment mythique où tout semble réuni pour faire renaître cette cité. Et donc, on a une nouvelle génération qui arrive.
Alors, bien évidemment, le fait que Pablo Picasso s'installe à partir de 1948, ça va donner une aura considérable à ce mouvement, mais il faut avoir conscience que ça commence quand même avant l'arrivée de Pablo Picasso. Et si Pablo Picasso s'installe aussi à Vallauris, c'est parce qu'il y a déjà de ces jeunes gens qui sont commencés à arriver. Donc, ils ne sont pas des céramistes, cette nouvelle génération. Ils sont formés dans des écoles d'art ou dans des écoles d'art appliqué. Et en fait, alors c'est un mouvement aussi qu'on retrouve à la Borne ou à Dieulefit, hein, ce n'est pas qu'à Vallauris, mais en tout cas, ils viennent trouver dans ces centres un savoir-faire local qu'eux n'ont pas, et aussi les ressources et les usines qui sont toujours là. Beaucoup vont s'installer dans les anciennes usines de poterie culinaire. À côté de cette nouvelle génération, on va avoir toujours des fabriques qui vont relancer leur production, certaines donc, qui existent depuis le 19e siècle. Donc voilà, ça se passe dans un climat de cohabitation plus ou moins accepté. Voilà, il y a des rivalités, mais il y a aussi des moments d'échange, de croisement. Vraiment, Vallauris à ce moment-là apparaît comme une ville bouillonnante de rencontres, de recherches et d'expérimentation. Voilà, je mets cette citation d'un de ces céramistes, Jean Rivier, qui a écrit un ouvrage pour raconter cette période. Ce fut un tout, une rencontre extraordinaire. En tous les cas, sur un plan artistique, il est difficile, me semble-t-il, de parler d'un style Vallauris, tant les expressions artistiques sont très diverses hein, entre ces différentes dans cette génération. Mais en tous les cas, ils ont tous une vitalité, une inventivité. Hein. Il y avait eu en 2010 une exposition au musée consacrée aux céramistes femmes françaises des années 50, qui s'appelait « La libération de la forme ». On est vraiment dans cette idée-là de libérer les formes. Dans le catalogue de l'exposition Vallauris, la ville atelier, Jean-Jacques Vatel avait écrit qu'il souhaitait donner forme à leur enthousiasme. Je trouve que c'est une très belle formule pour parler de ces formes qui apparaissent dans les années 50 et qui libèrent les objets utilitaires et qui leur donnent une présence beaucoup plus sculpturale. Donc on va évoquer quelques-unes de ces figures des années 50, à commencer donc par Suzanne Ramier. On commence par elle parce que c'est la première. Elle s'installe dès la fin des années 30 à Vallauris. Elle est formée à l'école des Beaux-Arts de Lyon. C'est une dessinatrice. Elle a travaillé dans les soieries dans les industries de soieries lyonnaises. Je pense que c'est très important de souligner que c'est une dessinatrice parce que je pense que ça va se ressentir dans sa transcription des volumes. Donc elle va investir une ancienne poterie culinaire et donc elle va créer Madura. Madura, ça signifie ma maison. Douli, c'est son nom de jeune fille. Et Ra, c'est Ramier, son nom d'épouse. Donc Madura, bien évidemment, ça vous parle peut-être. Ça va être appelé à avoir un succès important puisque c'est l'atelier dans lequel Pablo Picasso va travailler. Mais malgré cette présence imposante, Suzanne Ramier a gardé toujours une œuvre propre. Je pense que c'est important de le souligner, où s'exprime une grande rigueur formelle et avec un goût pour les volumes épurés qui sont chez elle toujours soulignés d'un émail monochrome. Alors presque toujours, puisque là, sur la première pièce, c'est pas tout à fait monochrome. Enfin, voilà, elle souligne par ses émaux ces volumes. Et donc là, voilà, on a des formes. Alors, il faut savoir, enfin, j'en reparlerai parce que je vais bien évidemment évoquer Picasso, mais quand Picasso s'empare d'une forme de Suzanne Ramier, elle n'est plus produite pour l'atelier, pour la production de Suzanne Ramier. Mais ça, par contre, c'est des formes dont il ne s'est pas emparé, donc qui restent proprement Suzanne Ramier. Autre personnalité, Robert Picot. Alors pour parler de Robert Picot, je dois parler aussi de Roger Capron et Jean Derval, puisque en fait ils ont étudié ensemble à l'École des Arts Appliqués à Paris, tous les trois. Le premier qui s'intéresse à la céramique, c'est Jean Derval, mais il va à Saint-Amand-en-Puisé. Et les deux autres n'ont pas très envie d'aller dans cette région de la France. Donc Robert Picot part sur Vallauris, dans le sud. Donc c'est le premier à s'installer en décembre 1945. Il est très vite rejoint par Capron. Ils vont fonder ensemble
l'atelier Calice qui va fonctionner pendant 2 ans. Et puis après, chacun va partir de son côté en restant à Valoris. Donc Robert Picot, il est connu pour notamment ce travail d'émail vert très caractéristique que l'on voit sur cette pièce utilitaire. Il a un slogan, Robert Picot, c'est de la cuisine à la table. C'est-à-dire qu'il imagine des objets qui doivent être aussi bien utilisés dans la préparation des plats que pour servir. C'est vraiment une démarche, je pense, on n'emploie pas à l'époque ce terme, mais de designer. Il revisite des anciens catalogues. Et ici, donc, il revisite le four de campagne, donc cette pièce qui est un four portatif qui servait à faire chauffer les aliments pendant les travaux des champs. Donc, c'est vraiment une très belle pièce. J'espère qu'on le voit sur le détail, avec un très beau travail de sgraffito, où la terre rouge réapparaît sous le travail très graphique. Il conserve aussi une œuvre. Alors, son atelier, il est sur un mode semi-industriel à Robert Picot, mais il travaille quand même toujours une œuvre plus personnelle, comme on le voit sur ce plat, les nymphes au bain. Donc, on voit ici un faune. On en avait aussi sur le four de campagne. L'atelier de Robert Picot jouxte celui de Pablo Picasso. Il sympathise et on voit bien que certains personnages de Pablo Picasso se retrouvent chez Robert Picot. Donc, le deuxième collègue, c'est Roger Capron. Donc voilà, donc je ne vous refais pas son installation. Roger Capron, quand il développe son usine, il va d'abord faire des pièces, des objets utilitaires. Lui, il va montrer très peu intéressé par le tournage. Il va très vite adopter la technique du coulage. Et surtout, il va vraiment chercher à mettre en application les leçons apprises à l'école des arts appliqués et vraiment de créer des objets qui sont très beaux et esthétiques. Et donc, ça va notamment ces décors qu'il va développer, notamment le motif damier ou les motifs à rayures obtenus par un travail de réserve à la paraffine qu'il a vraisemblablement vu travailler chez Picasso qui appréciait beaucoup cette technique de décor. À partir de la fin des années 50, il va s'intéresser donc aux carreaux. Roger Capron est très connu notamment pour ses carreaux navettes ou garrigues, ses tables, son travail aussi dans des bâtiments, notamment à l'hôtel Byblos. Mais il va s'intéresser aux carreaux non pas comme un élément seulement décoratif, mais aussi vraiment dans son processus créatif. Et alors là, il va s'intéresser à des formes de carreaux particulières, donc comme le carreau à damas, donc le prisme en fait, ou le carreau WM, donc ce carreau coupé en dents de scie, ce qui va lui permettre de créer des pièces uniques en fait, où il va jouer sur les effets chromatiques, sur les effets de lumière, très influencés par l'art optique. Donc ces pièces datent de la fin des années 60, début des années 70. Au début des années 80, l'usine de Roger Capron ferme et à ce moment-là, dans la dernière partie de sa carrière, il va travailler la sculpture en ronde-bosse et explorer la technique du raku aux côtés de sa femme, Jacotte. Alors, elle a toujours été présente, mais vraiment là, quand ils se retrouvent pratiquement qu'à deux, même s'ils ont des fois d'autres aides. Et c'est elle qui va poser ces couleurs qui vont donner beaucoup de graphisme aussi à ces sculptures. Et voilà, j'évoque donc à la suite, bien évidemment, de Picot et Capron, Jean Derval. Donc Jean Derval, lui, qui les rejoint plus tard, qui va travailler un temps à Madoura, et qui a fondé l'atelier du Portail et qui, lui, contrairement à Picot et Capron, choisit de travailler vraiment sur un mode artisanal et des pièces uniques. C'est un grand dessinateur. Vous voyez, on conserve aussi des dessins de Derval. Donc la tête de taureau, nous avons le dessin, mais la céramique existe. Elle n'est pas chez nous, mais sachez qu'elle existe. Et en tous les cas, voilà, on voit qu'il développe deux thèmes principalement, l'art religieux, comme cette Vierge à l'enfant, et aussi la mythologie, avec ce très beau vase
Minotaure, voilà, qui fait une hauteur de 78 cm, donc une pièce déjà impressionnante par sa taille. On reconnaît, on l'avait déjà sur la Vierge à l'Enfant, une des caractéristiques de Jean d'Herval, c'est son travail autour du rouge de cuivre qui le caractérise. Et là aussi, un travail de réserve sur le devant de cette très belle scène mythologique. Dans les années 60, on voit que comment dire, les couleurs et ces formes de Valoris, de la faïence de Valoris sont un peu délaissées au profit du grès notamment qu'impose entre guillemets la Borne, et les céramistes de la Borne. Donc on voit l'évolution du travail de Jean d'Herval dans cette perspective. Donc cette bouteille poisson, que vous pouvez voir dans une des galeries actuellement. Et puis ce vase lentille, alors ça c'est une série de pièces qu'il a travaillées, que d'autres d'ailleurs à Valoris travaillent, qui s'appellent les machines en terre, qui sont inspirées donc de pièces mécanisées et qui sont travaillées à ce moment-là. Donc un autre de ces figures des années 50, c'est Gilbert Valentin, qui donc a l'atelier qui s'appelle Les Archanges. Alors c'est Jean Cocteau qui donne ce nom à l'atelier. Jean Cocteau qui était ami avec Picasso et qui venait donc souvent à Valoris. Alors voilà, je vous présente une pièce. Si vous connaissez le travail de Gilbert Valentin et des Archanges, c'est peut-être pas une pièce qu'on a l'habitude de voir parce qu'on les connaît plutôt pour leurs motifs abstraits, leur travail de matière différentes sur la surface. Mais en tout cas, cette forme, elle est intéressante dans ce renouveau des années 50 pour l'asymétrie de la pièce, ce léger décalage qui lui donne du mouvement et puis ce col aussi plus ou moins triangulaire qui montre vraiment ces jeux qu'on recherche sur les formes. Gilbert Portanier, donc j'en profite pour dire que notre prochaine exposition lui est consacrée durant cet hiver. Gilbert Portanier, lui, a suivi une formation en architecture et en peinture à l'école des Beaux-Arts de Paris. Il vient à Valoris avec Albert Diatto et Francine Delpierre. Ils vont former le triptyque. Diatto et Delpierre vont repartir très vite. Lui, il va faire toute sa carrière à Valoris. Donc il aborde vraiment la céramique comme un peintre et au début de sa carrière, on a des pièces où on voit vraiment que les bouteilles, ou c'est des bouteilles, des assiettes essentiellement, qui sont abordées comme des supports picturaux. Puis au fur et à mesure, il va beaucoup plus jouer et allier volume et décor, comme sur ce Grand Prix de la Biennale de Valoris, qui est modelé pour être travaillé comme un buste. Et si Gilbert Portanier peut être envisagé comme un peintre qui aborde la céramique, on va dire que François Ratti, il est plus dans le côté sculptural. Donc son nom est peut-être moins connu des spécialistes des années 50 que ceux que je vous ai donnés précédemment, mais il a un travail tout à fait remarquable, un univers singulier et un travail de surface notamment, je ne sais pas si on le perçoit bien, notamment sur l'insecte, sur le corps de l'insecte, qui mélange de nombreuses références chez lui, à la fois historiques et géographiques. Et donc on a en dépôt L'Homme-Poisson, cette pièce monumentale qui est vraiment une très très belle pièce qui appartient au musée de Sèvres et qui est en dépôt au musée et qui va profondément marquer l'histoire de la céramique à Valoris, puisqu'en 1961, elle va être présentée comme un gisant dans une sorte d'exposition performance qui est l'enterrement de la pièce unique, et qui en fait est une exposition faite par certains de ces céramistes et qui en fait s'interroge sur les dérives qui sont en train d'apparaître suite au très fort développement de Valoris dans les années 50. Donc une pièce à la fois très fine esthétiquement et aussi historiquement très forte. Voilà, un petit aperçu de divers de ces céramistes des années 50. André Beau avec ses motifs stellaires. Juliette Derel, là aussi, on voit le jeu sur la symétrie dans une forme utilitaire et ses décors graphiques. La finesse et la délicatesse des décors de la poterie du Grand Chêne.
et les sculptures des Argonautes, qui sont connues notamment par les amateurs des années 50 pour des pièces utilitaires, des miroirs notamment, mais qui ont aussi en terre chamottée tout un ensemble d'un univers animalier, notamment des oiseaux exotiques. Roger Collet, alors il est à cheval un peu sur cette génération parce qu'il arrive en 56, mais il fonde son atelier véritablement en 1966. Avant, il travaille dans d'autres ateliers. Il a travaillé tout type de terre au cours de sa carrière, la faïence d'abord, le grès et la porcelaine. Il a toujours des formes utilitaires, simples, très épurées, qui sont vraiment soulignées par un travail d'émaillage remarquable et un travail aussi sur la surface de ces pierres, notamment de ces pièces, pardon, comme on peut les voir notamment sur le vase de 1968. C'est voilà, un petit aparté de la céramique pour dire que ces artistes qui ne sont pas céramistes au départ, ils vont beaucoup œuvrer à la vie culturelle de Vallauris et ils vont créer affiches et catalogues. Donc on a une affiche ici créée par Robert Picot pour la fête des potiers de Vallauris. Et ce très beau catalogue qui est, je trouve, un petit bijou de graphisme créé par Robert Perrault pour l'exposition au Nérolium de 57. Quand j'ai abordé cette période, je vous ai dit qu'il y avait des fabriques qui continuaient à travailler à Vallauris dans les années 50. C'est notamment le cas de la fabrique Grandjean-Jourdan, qui existe depuis le milieu du 19e siècle, qui abrite aujourd'hui l'école d'art céramique de Vallauris. Et Eugène Grandjean, au milieu des années 50, va mettre au point une technique tout à fait particulière, un mélange d'émaux qui vont lui permettre de créer cet effet faux bois que l'on voit ici sur cette coupe, donc de reproduire comme ça, à travers le travail d'émaillage, les veines du bois. Voilà, ça montre, quand je parlais d'expérimentation, hein, même ces anciennes fabriques essayent pour certaines de développer de nouvelles choses. Donc ce faux bois va être soit mat, comme ici, soit brillant, mais à ce moment-là, il reçoit un décor. Et aussi un atelier tout à fait particulier sur Vallauris, qui est l'atelier Gerbino, qui va fonctionner de 1930 à 2003. Donc son fondateur, c'est Jean Gerbino, qui est un immigré italien, qui va notamment aller à Uzès et là s'intéresser aux terres mêlées. Et il va faire ses propres recherches. Et en 1930, il estime que ses recherches ont abouti. Et donc, en fait, la mosaïque Gerbino, c'est une technique tout à fait particulière qui mélange mosaïque et énériage terre mêlée. Donc, c'est un secret qui est transmis dans l'atelier. Mais en tout cas, ce qui est remarquable, c'est qu'ils sont en capacité de reproduire les mêmes décors de terre mêlée. Donc, c'est vraiment une technique remarquable à ce titre. Et puis, donc, au fil de l'évolution de l'atelier, ces motifs vont évoluer, mais ils vont garder toujours la même technique. Et ils vont même l'employer lors de collaborations avec des designers, comme ici cette pièce d'Olivier Gagnère qui est réalisée selon cette même technique. Donc Vallauris, dans cette effervescence, reçoit bien évidemment des peintres et des sculpteurs qui vont venir s'essayer à la céramique. Le premier d'entre eux est celui qui va être le plus important de par la durée et la production, c'est Picasso, qui s'installe donc à Madoura à partir de 1947. Et il aura une production céramique pratiquement jusqu'à sa mort en 1971. Donc il a créé, on estime, entre 3500 et 4000 pièces uniques. Il n'y a pas de catalogue raisonné, c'est une estimation. En tout cas, vous voyez une production très importante. Donc cette production, elle s'étire, je vous ai dit, jusqu'en 1971, mais la plupart des pièces sont créées quand même dans les 2 premières années. On estime que la moitié de la production est faite dans les 2 premières années, où il vient quasiment tous les jours à Madoura. Je reviens sur la photo. Là, on le voit donc travailler dans l'atelier et la personne qui est derrière, c'est Jules Agar,
qui est le tourneur de l'atelier. Et on voit qu'il le surveille discrètement, mais c'est lui qui tournait les pièces à Madoura. Donc voilà, un petit florilège de pièces de Picasso, juste pour vous montrer que c'est une production très diversifiée, où il va vraiment essayer d'explorer toutes les possibilités de ce matériau. Ça lui permet de dépasser les frontières entre art décoratif et entre art majeur. Ça lui permet aussi, ça c'est un aspect très important dans les recherches de Picasso, d'associer peinture et sculpture. C'est quelque chose qui ressort beaucoup de la céramique. Et la céramique aussi, elle va lui permettre de diffuser son art. D'abord, c'est un art plus populaire, donc ça permet de toucher plus de personnes. Et il va aussi autoriser l'édition de céramique. En plus de ces pièces uniques. Donc, c'est un accord qui est passé avec l'atelier Madoura. Et il va les autoriser à reproduire 633 modèles en série pour les plus petites de 25 exemplaires et pour les plus importantes de 500 exemplaires. Donc toutes les éditions sont répertoriées dans un catalogue de l'œuvre éditée qui a été fait par Alain Ramier. Donc ces éditions, elles sont faites selon deux techniques, l'empreinte originale et la réplique authentique. Donc elles sont censées être marquées édition Madoura et toutes ne sont pas numérotées, mais si elles sont numérotées, en tout cas vous avez les références dans le catalogue. Pourquoi Picasso s'intéresse à la céramique à ce moment-là? Alors il y a certainement beaucoup de raisons. Moi, j'en vois, en tous les cas, certaines qui sont d'ordre personnel. D'abord, il vient s'installer à nouveau sur la Méditerranée, donc s'emparer de ce matériau, ça le relie aussi à cette histoire-là. Je reviendrai. Il y a un contexte politique également. Picasso vient d'adhérer au Parti communiste français en 1944. Vallauris est une ville ouvrière dirigée par un maire communiste et dans cette ville, son engagement politique va pouvoir s'exprimer. Et d'ailleurs, dans la presse, il est présenté, dans la presse notamment communiste, les lettres françaises ou autres, il est présenté comme un ouvrier parmi les ouvriers, un ouvrier de la terre et du feu. Donc on voit vraiment qu'il y a cette empreinte-là. Après, pourquoi Madoura? Je pense que le talent de tourneur de Jules Agar, mais aussi le talent de Suzanne Ramier, son talent de dessinatrice, sa capacité à réinterpréter des formes, joue un rôle important. Et notamment, on le voit parce qu'il s'empare de beaucoup de ses pièces, comme cette forme qui est une bourrache dans la production de Madoura. Au départ, Suzanne Ramier, ces formes, elles sont vraiment dans une ligne très folklorique. Elle s'inspire d'un ouvrage qui s'appelle Les poteries françaises et elle les redessine. Donc là, on voit ce très beau travail de volume. Et Picasso, cette pièce, elle est datée du 6 octobre 1947. Donc on est vraiment dans les premières semaines de l'installation de Picasso dans l'atelier. Et donc, il s'empare de cette pièce et donc il va lui donner un décor lié à la mythologie des faunes et des centaures. Et on voit une technique donc, apparaître qui va beaucoup travailler, qui va lui permettre de jouer sur des surfaces mates et brillantes, qui sont ces réserves à la paraffine ou à la cire qu'il travaille. Donc, il s'empare de ces formes, mais en venant aussi à Madoura, Picasso va permettre à Suzanne Ramier de découvrir d'autres formes, notamment au travers d'un ouvrage qui s'appelle l'Encyclopédie photographique de l'art, qui répertorie les pièces du Louvre. Et donc là, c'est une pièce, c'est redessiné à partir d'une pièce étrusque du Louvre, ce vase zoomorphe, qui est d'abord appelé Tarasque dans la production Madoura. Je ne sais pas... Je ne peux pas trouver la référence avec la Tarasque, mais enfin, c'est le nom qui lui donne. Et je vous renvoie à l'ouvrage de catalogue de l'exposition qui avait eu lieu au Louvre-Lens, les Louvres de Picasso, parce qu'on voit la pièce du Louvre, la pièce redessinée par Suzanne Ramier et la pièce interprétée par Picasso. Donc c'est intéressant de voir comment chacun travaille. Donc sur les sources de la céramique de Picasso, la première, c'est la mythologie.
Je vous ai parlé de ce retour à la Méditerranée après-guerre, enfin je l'évoquais en tout cas. Picasso a eu cette phrase à ce moment-là en parlant des faunes et des centaures, des personnages mythologiques. Il a dit « ils ne vivent qu'ici ». Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il les représente aussi quand il est à Paris, mais enfin, en tout cas, ça en dit long sur cette manière de renouer avec cette civilisation antique. Et la céramique s'inscrit dans un matériau justement antique, ancestral, donc ça lui permet de revisiter. Donc ici, on a ce plat Faune Cavalier qui est une édition, hein, c'est précisé quand ce sont des éditions. Très souvent chez Picasso, le bord des plats est mis en scène, hein, notamment dans les corridas. Donc ici, ce sont des masques, mais on voit que ce faune, il est sur un cheval, c'est le faune cavalier, il tient une pique, hein, donc il est dans une position très frontale qui rappelle en fait le picador. Il tient une coupe aussi qui le lie à Dionysos. Donc le faune est un des compagnons de Dionysos. La figure du faune, vraiment, sur les céramiques, elle se démultiplie sur les céramiques de Picasso. Elle est des fois représentée dans différentes postures, à différents âges, mais on le reconnaît toujours avec les deux petites cornes inversées, enfin les deux petites cornes qui sont en forme de virgule inversée. Il a même fait une faunesse, donc vous voyez, elle est vraiment multiforme ce faune, mais c'est vraiment à ce moment-là presque son double en céramique. Bien évidemment, on le sait, Picasso avait une grande culture, une grande connaissance de l'histoire de l'art, et l'histoire de la céramique ne lui échappe pas. On va avoir des formes inspirées des civilisations préhispaniques, comme ce vase aztèque que vous voyez ici, qui est inspiré de la civilisation mochica de l'ancien Pérou, hein, ces vases à anse à étrier, qui souvent étaient des vases portraits, et donc qui reprend en quelque sorte cette tradition ici Picasso. Et autre source importante, c'est les sources populaires. Il y avait une exposition au Muséum il y a quelques années consacrée à Picasso et les arts populaires. Et donc, à ce titre, il explore beaucoup la céramique populaire espagnole. Et ici, ce pichet espagnol, ça rappelle les botiros, ces sortes de gargoulettes. Hein. Et il en réinterprète aussi la tradition zoomorphique, souvent en forme d'oiseau, comme ici, ou de poisson. Les plats vont lui permettre d'explorer les différents types de décors. Il en fait de très nombreux. En 1948, il y a un cahier d'art qui est consacré à la céramique de Picasso. Il y a des photos dans l'atelier et on voit des photos où on voit un nombre incalculable de plats décorés par Picasso dans l'année qui vient de s'écouler. Donc on le voit, ça lui permet de travailler les incisions, les effets d'émaillage aussi ou de réserve. Il y a un témoignage de François Gillot dans son livre « Vivre avec Picasso » qui dit que dès qu'il commence à s'intéresser à la céramique, il se rend très vite à l'usine Lospie, qui était une grande usine d'émaux à Golfe-Juan, et il va demander au directeur de l'usine comment ça fonctionne ces émaux, hein, cette palette muette qui a peut-être perturbé d'autres artistes, mais il va chercher vraiment à comprendre ce fonctionnement. Donc, il décore des plats, il modèle des formes et aussi il a fait des dessins préparatoires où en fait il déconstruit les céramiques utilitaires et il utilise certains éléments comme les cols, les vases qu'il va reconstruire pour des sculptures. Ici, on appelle ça les pots structuraux, ou ici, c'est chouette. Donc, ces dessins préparatoires étaient confiés à Jules Agar, qui était chargé de tourner les formes et de les assembler. Donc, c'est pour ça que c'était très important qu'il ait une personne comme Agar qui soit un très grand tourneur. Picasso à Madura va recevoir de nombreux amis qui vont, certains, décorer un plat de manière un peu anecdotique et puis d'autres s'installer un peu plus longtemps. C'est le cas notamment de Victor Bronner qui en 1953 est en convalescence à Golfe-Juan et qui vient voir Picasso et qui va donc avoir une petite production
Donc on a 2 plats, nous, au musée, mais si la céramique de Victor Bronner vous intéresse, le musée de Saint-Étienne a une très belle collection de ce qui a été fait à Valoris. En tous les cas, lui, il va beaucoup s'intéresser justement au travail du sgraffito qui va lui permettre d'associer image et écriture. Donc bon, si vous connaissez le travail de Victor Bronner en peinture, hein, on a vraiment des motifs qui reprennent ce qu'il peut travailler par ailleurs et voilà, où il cherche à donner une fonction plus rituelle qu'utilitaire à ses plats. La céramiste Guidette Carbonel aussi est venue en 1952 décorer quelques plats en travaillant donc l'alkifou, hein, cet émail très particulier à Valoris avec ses couleurs très vives à Valoris, et aussi l'artiste Sébastien qui est venu à Valoris pendant la guerre et pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui revient régulièrement après-guerre avec un travail tout à fait particulier sur la surface qui valorise vraiment la terre cuite, avec des œuvres plein de symbolisme et de spiritualité. En l'occurrence ici, c'est la cueilleuse de fleurs d'oranger, c'est l'autre grande production de Valoris, donc c'est un clin d'œil plutôt à Valoris. Nous n'avons pas de céramique de Marc Chagall faite à Madoura, mais nous l'évoquons à travers des documents d'archives comme celui-là. Donc voilà, donc Marc Chagall a une production céramique importante, mais notamment à Madoura. Lui, il a travaillé dans plusieurs ateliers, pas qu'à Madoura. Et j'en profite pour vous signaler, parce qu'il se trouve que c'est aujourd'hui même que c'est mis en ligne, que donc l'association des amis de Marc Chagall et le comité Marc Chagall ont mis en ligne le catalogue raisonné des céramiques de Chagall, si ça vous intéresse. Donc allez voir sur leur site. Et donc ils ont recensé 350 céramiques dans la production de Marc Chagall. Et ça vient tout juste d'être mis en ligne. Je l'ai aperçu, mais je n'ai pas encore eu trop le temps de le voir. L'autre grand atelier qui accueille comme ça des peintres et des sculpteurs, c'est l'atelier du tapis vert, donc créé par René et Claire Voigt-Battin, dont je vous ai parlé au début, donc qui ont joué un rôle dans le musée, et qui vont racheter donc un atelier et y faire venir des amis peintres et sculpteurs à venir travailler. Alors donc Claire Voigt-Battin est américaine, donc en fait il y a beaucoup d'artistes d'outre-Atlantique qui vont venir, notamment des illustrateurs comme Ludwig Bellmemans, qui a créé un personnage populaire de littérature enfantine, ou Irving Hoffman, et aussi Marcel Vertès, connu notamment pour ses décors de théâtre et de cinéma. Un personnage un peu, sur lequel on a très peu d'éléments, qui est Rodolphe de Faucigny-Lucinge, qui va créer de très beaux plats, comme ça, avec des paysages oniriques, un très beau travail d'incision. Je ne suis pas sûre qu'on le perçoive très bien sur les photos, mais un travail là aussi assez abouti. En 1953, sur un bateau entre les États-Unis et la France, Claire Voigt-Battin croise Amédée aux enfants et elle va le loger à Cannes. Et donc, il va venir faire quelques plats à l'atelier du tapis vert, dont ce très beau plat labyrinthe, très finement, partiellement émaillé. Là aussi, un travail délicat d'incision. Ça, c'est une de nos dernières acquisitions, qui est un don des amis d'André Rosda, où on voit donc, qui lui aussi est venu au tapis vert à la fin des années 50. Et là, on a un très beau travail de surface, on s'entremêle la couleur et les effets de relief qui nous renvoient au travail de ce peintre qui est toujours entre abstraction et figuration. La grande figure du tapis vert, c'est Anton Priner. Je dis la grande figure parce qu'en fait, il va rester là tout le long de l'existence de l'atelier, c'est-à-dire de 1950 à 1965. Donc Anton Priner, c'est un artiste d'origine hongroise qui arrive à Paris en 1927. Qui à ce moment-là change de nom, puisqu'avant il était Anna et il devient Anton à ce moment-là. Et il va fréquenter beaucoup donc, des artistes hongrois
dans l'entre-deux-guerres, mais aussi croisé beaucoup des artistes de l'avant-garde. Et donc, il s'installe après-guerre à Vallauris et dans l'atelier du tapis vert. Il va réaliser des grandes sculptures en bois, mais aussi donc, des céramiques où la couleur est très peu présente. On le voit sur ce travail ici. Et c'est quelqu'un qui est très influencé par la civilisation égyptienne et qui développe beaucoup de thématiques autour de l'ésotérisme sur ses œuvres en céramique. Donc voilà un aperçu de ces années 50 et même un peu au-delà, donc de cette période très riche à Vallauris. Et voilà, je vais terminer sur un aperçu de la céramique contemporaine, de ce que nous pouvons avoir dans nos collections. Et notre collection, elle est marquée notamment par beaucoup d'œuvres de designers. C'est une opération qui a eu lieu de 1998 à 2002, qui s'appelait Deux designers à Vallauris, où des noms du design étaient invités à créer des pièces à Vallauris dans un atelier. Donc je ne vous les cite pas tous, vous les avez ici. Et voilà, un aperçu de cette collection qui nous permet de souligner le lien entre le regard du designer en dessin qui est transcrit par la main du céramiste. Alors, cette opération, elle a abouti à des collaborations plus ou moins longues et c'est notamment le cas d'un céramiste qui s'appelle Claude Aiello, qui a par la suite collaboré avec de très nombreux designers. Il y avait eu une exposition, il y a un catalogue qui s'appelle Claude Aiello et les designers notamment. L'exposition avait été organisée par Keramis en Belgique. Donc là, c'est la première collaboration de Claude Aiello avec un designer qui est en 1999 dans le cadre de l'opération de designers à Vallauris. C'était avec Ronan Bouroulet, qui était un tout jeune designer à l'époque. Il n'y avait pas encore même son frère. Donc cette très belle série torique, très épurée, pour laquelle notamment Claude Aiello va mettre au point un émail blanc satiné qui va après revenir chez de nombreuses autres productions, dans de nombreuses autres productions. Florence Doléac vient elle aussi dans le cadre de l'opération Designer à Vallauris. Elle est à ce moment-là dans le groupe les Radi Designers. Et elle va dans un atelier et elle va créer un robot portefeuille, c'est celui qui est au centre. Et elle imagine que ce robot portefeuille va créer d'autres pièces. Et donc il y a comme ça, sur 20 ans, toute une famille de pièces utilitaires qui sont créées avec des noms parfois, où ici c'est le petit et la petite. Donc le robot portefeuille est à la fois mâle et femelle, et puis après quand il y a des anses, c'est les mâles, et quand il y a des couples, c'est des personnages femelles. Mais elle a imaginé comme ça toute une famille qu'elle a développée chez Claude Aiello. Et enfin, la pièce peut-être majeure de Claude Aiello, c'est celle faite en collaboration avec Mathieu Le Hanner, dont on a parlé pas mal cette année, enfin de Mathieu Le Hanner. Cette pièce, elle date de 2009. Donc au départ, Mathieu Le Hanner imagine de transcrire une pyramide des âges, donc un graphique en 3 dimensions. Il choisit de le faire en céramique parce que c'est une technique ancestrale et donc il va falloir trouver un céramiste qui est capable de tourner sans strates de manière très précise puisqu'on doit rendre compte des données graphiques contenues dans la pyramide des âges. Donc nous conservons la pyramide des âges du Japon, il y en a d'autres, aux arts décoratifs notamment. Et donc voilà, c'est une véritable prouesse technique, c'est en 2 parties, je précise, il y a un couvercle là, mais c'est une véritable prouesse technique d'une très grande de complexité. Le résultat, c'est un résultat aussi quand même très sensible qui nous renvoie à l'histoire d'un pays. Moi, j'ai eu la chance de voir plusieurs pyramides des âges ensemble aussi et c'est assez émouvant de voir ces histoires rassemblées au travers de ces graphiques incarnés en contenants. Et je termine par Marc Alberghina, qui est un tourneur de formation qui par la suite s'est tourné vers des productions plastiques diverses et qui est revenu au cours des années 2000 à la céramique.
Donc, vous avez peut-être vu son travail dans l'exposition Les Flammes ou Formes vivantes à Sèvres. Il travaille toujours en réinterprétant l'histoire de Valoris et des techniques. Sur cette pièce-là, donc qui était le Grand Prix de Valoris à la Biennale de 2016, c'est cet émail bullé, hein, qui est caractéristique des pièces des années 60 et 70. Son œuvre fait référence à un phénomène étrange qui serait le fait que des gens seraient morts par combustion spontanée sans qu'un élément extérieur apparemment vienne interfère. Là, c'est une autocombustion parce que c'est un autoportrait. Mais donc, on voit vraiment dans cette pièce comment Marc Alberghina arrive à transcender ce matériau et l'inscrire dans un langage tout à fait contemporain qui fait écho à de nombreuses recherches aujourd'hui. Voilà pour cette présentation. Je termine sur cette citation de René Batigne. « Répandre une utile beauté par le truchement d'objets dont chacun s'entoure et se sert est la tâche des potiers de Valoris. » Voilà.